Ma sœur a épousé mon fiancé après avoir menti en prétendant que je l'avais trompé. Maman a dit, de toute façon, il n'était pas fait pour toi. J'ai disparu sans un mot. Des années plus tard, je suis arrivé à la réunion de famille dans une voiture à 200 000 $ alors qu'ils sont arrivés en retard parce que leur vieux taco est tombé en panne à 2 pâtés de maison de là. Je m'appelle Audrey. J'ai 29 ans aujourd'hui, mais l'histoire que je m'apprête à partager avec vous a commencé il y a près de 7 ans. J'étais une jeune diplômée universitaire de 22 ans qui commençait à peine son premier vrai travail, et j'ignorais complètement à quel point ma propre famille pouvait être tordue. J'ai grandi dans une petite banlieue de l'Ohio, le genre d'endroit où tout le monde se connaît et où une réputation vous colle à la peau comme un chewing-gum sous la semelle. Dans notre famille, il y avait 2 filles. Ma sœur Brooke, de 2 ans mon aînée, était le soleil, et j'étais la planète qui gravitait silencieusement autour d'elle. Elle était la pom-pom girl de l'école, la présidente de classe, celle que ma mère présentait fièrement lors des soirées comme sa fille parfaite. Et puis, il y avait moi. J'étais la calme, la plus intelligente si l'on veut être généreux. Mais dans notre maison, l'intelligence ne l'emportait jamais sur le charme. Mes parents, ou plus précisément ma mère, ont toujours préféré Brooke. Ce n'était pas subtil. C'était l'air que nous respirions dans cette maison. C'était dans les petites choses, les blessures quotidiennes dont on ne se rend pas compte qu'elles nous vident de notre sang avant des années. Je me souviens d'un bulletin scolaire au lycée. J'avais ramené un bulletin avec uniquement des A, dont un A+ en calcul avancé. Ma mère y a jeté un coup d'œil, me l'a rendu et a dit, « C'est bien, ma chérie. Essaie de sortir un peu plus de ta chambre. » Ce même jour, Brooke est rentrée avec un C en biologie, et ma mère l'a emmené manger une glace pour lui remonter le moral car, comme elle l'a expliqué à mon père plus tard, Brooke subissait tellement de pression pour maintenir sa vie sociale. Nos chambres en étaient un autre témoignage. La chambre de Brooke était une suite d'angles peintes en rose tendre avec un lit à baldaquin blanc et un dressing. La mienne était la petite chambre au bout du couloir donnant sur les poubelles des voisins. C'était la pièce qui était toujours un peu trop froide en hiver et un peu trop chaude en été. Quand j'ai demandé une fois si je pouvais la peindre d'une autre couleur, ma mère a dit, « Oh, ne faisons pas d'histoire, Audrey. C'est juste une chambre. » Mon père, lui, était un fantôme neutre en arrière-plan, un homme bon qui faisait un travail long et ingrat dans la logistique, mais un homme qui avait appris que pour maintenir la paix, il ne fallait jamais contredire ma mère. Je me souviens l'avoir croisé dans le couloir un soir après une autre dispute où ma mère avait pris le parti de Brooke. Il m'a simplement regardé avec des yeux tristes et a dit, « Contente-toi de faire profil bas, Audrey. C'est plus facile. » Il n'était pas cruel. Il me donnait le seul conseil de survie qu'il connaissait. J'ai donc appris à me faire petite, à tamiser ma propre lumière pour que la sienne brille plus fort. J'ai appris que mes réussites étaient gênantes et mes sentiments encombrants. C'était simplement plus facile ainsi. J'aimais ma sœur, du moins je le croyais. Mais avec le recul, j'ai réalisé que j'avais simplement été conditionné à accepter mon rôle de personnage secondaire dans l'histoire de sa vie. J'ignorais alors qu'elle ne se contentait pas d'avoir les projecteurs sur elle. Elle était prête à brûler mon monde entier pour s'assurer qu'elle soit la seule encore debout. Juste au moment où je m'étais résigné à une vie dans l'ombre, j'ai rencontré Caleb. Cela s'est produit de la manière la plus ordinaire qui soit. J'étais dans un petit café du centre-ville, le genre d'endroit avec des chaises dépareillées et des œuvres d'art locales sur les murs, essayant de réviser pour un examen final. Il était à la table d'à côté, en train de dessiner dans un carnet. Il avait quelques années de plus, travaillait comme architecte junior dans un petit cabinet, et il avait les yeux les plus bienveillants que j'ai jamais vus. J'ai fait tomber un stylo qui a roulé sous sa table. Quand il me l'a rendu, il a souri et c'est comme si toute la pièce sombre s'était illuminée. Nous avons commencé à parler et nous ne nous sommes pas arrêtés pendant 3 heures. Il avait cette façon d'écouter vraiment, qui vous donnait l'impression d'être la seule personne au monde. Il n'entendait pas seulement mes mots, il entendait les espaces entre eux. Nous avons commencé à sortir ensemble pendant ma dernière année d'université. Alors que j'obtenais mon diplôme et entrais dans le tourbillon d'un nouvel emploi en entreprise, il était mon ancrage. Notre relation n'était pas tape à accent grave-l'œil. Nous n'avions pas besoin de grands gestes. Nous avons construit notre monde sur des discussions tardives autour de plats à emporter bon marché, de longues promenades dans le parc et le simple réconfort de savoir que nous pouvions compter l'un sur l'autre. Un soir, je stressais pour une présentation au travail, et il est resté éveillé avec moi jusqu'à 2 heures du matin, non pas seulement pour me tenir compagnie,
mais pour m'aider à réfléchir, sincèrement intéressé par la logistique ennuyeuse de mon projet. Il voyait la personne que j'étais, pas celle que ma famille dépeignait. Il écoutait mes idées de start-up dont je rêvais et disait « Audrey, c'est brillant. Tu pourrais vraiment le faire. » Pour la première fois, je me sentais vu. L'introduire dans ma famille fut comme introduire une nouvelle espèce dans un écosystème fermé. Ma famille ne savait pas quoi faire de lui. Ma mère, lors de ce premier dîner désastreux, l'a cuisiné sur sa carrière. L'architecture est si compétitive, n'est-ce pas, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. Quel est le salaire de départ moyen d'un architecte junior de nos jours? J'espère que c'est suffisant pour construire une vie. C'était mortifiant. Brooke était pire d'une certaine manière. Elle affichait une douceur polie en surface, mais il y avait un regard froid et calculateur dans ses yeux. Audrey a tellement de chance de t'avoir, Caleb, avait-elle dit, posant une main sur son bras et la laissant s'attarder une seconde de trop. Elle a toujours été si intense. C'est bien qu'elle est quelqu'un de calme pour l'équilibrer. C'était un coup classique de Brooke, un compliment enveloppé d'une insulte. À l'époque, je me disais que j'étais paranoïaque, que c'était juste le comportement territorial habituel d'une sœur. Maintenant, je sais ce qu'il en était. C'était le regard d'un prédateur étudiant sa proie. Elle ne regardait pas simplement mon petit ami. Elle regardait quelque chose qu'elle voulait s'approprier. La première véritable fissure dans la façade est apparue lors de mon dîner de remise des diplômes universitaires. Mes parents avaient réservé une table dans un bon restaurant italien. C'était censé être ma fête, la reconnaissance de 4 années de travail acharné. Mon père a fait un toast doux et simple. Puis ma mère a poussé Brooke du coude. « Brooke, ma chérie, dis quelque chose. » Brooke s'est levée, son verre à la main. Elle a commencé par « C'est tellement incroyable de voir ma petite sœur obtenir son diplôme. » Mais elle a rapidement bifurqué « J'ai l'impression que c'était hier que j'obtenais mon diplôme. » Mention très bien. Bien sûr, c'était un tel tourbillon, à jongler avec mes fonctions de présidente et mes activités caritatives. Cela m'a vraiment appris l'importance de la gestion du temps. Elle a continué ainsi pendant 5 minutes, me mentionnant à peine jusqu'à ce qu'elle termine par une plaisanterie à mes dépens. Je me souviens quand elle ne pouvait même pas réussir son examen de conduite du premier coup. Elle a ri, faisant ricaner toute la table. Nous étions tous si inquiets. Mais regardez-la maintenant, diplômée de l'université. Tout le monde a ri, sauf Caleb. Il a attrapé ma main sous la table et l'a serrée, un message silencieux, je le vois. Je suis avec toi. J'ai essayé de ne pas y prêter attention. C'était juste Brooke qui faisait du Brooke. Mais cela m'avait blessé plus que d'habitude de la voir dénigrer ma réussite devant la seule personne qui y accordait vraiment de l'importance. Après que Caleb et moi nous sommes installés dans notre appartement, ces comportements étranges se sont intensifiés. Un soir, alors que nous préparions le dîner, il m'a montré son téléphone. « Dis, ta sœur m'a envoyé un message aujourd'hui » a-t-il dit, l'air perplexe. Le message disait « Salut toi. Je viens de voir un gars qui portait le parfum que tu aimes. Ça m'a fait penser à toi. J'espère que tu passes une bonne semaine. » Mon estomac s'est noué de froid. Elle a fait quoi? Il a haussé les épaules. C'est un peu bizarre, non? Je n'ai mentionné le parfum que je portais qu'une seule fois, il y a des mois. Il a essayé d'en rire. Peut-être qu'elle essaie juste d'être amicale, mais ce n'était pas amical. C'était un dépassement de limite. C'était un petit message secret envoyé derrière mon dos. Ce fut le moment où quelque chose en moi a commencé à observer. À observer vraiment. J'ai commencé à tout remarquer. La façon dont sa main effleurait son bras lorsqu'elle riait à l'une de ses blagues. La façon dont elle évoquait des souvenirs d'enfance dont je ne faisais pas partie, essayant de créer une alliance. Ma mère, par naïveté ou par calcul, est devenue sa complice. Elle organisait des soirées jeux en famille, et d'une manière ou d'une autre, Brooke et Caleb se retrouvaient dans la même équipe, sous les encouragements de ma mère, tandis que j'étais associé à mon père silencieux. C'était un poison lent et insidieux, conçu pour me donner l'impression d'être la pièce rapportée dans ma propre relation. Après l'une de ces soirées, Caleb a semblé distant. Je lui ai demandé ce qui ne allait pas sur le chemin du retour. Il a hésité, c'est juste ta sœur. Elle dit des choses. Elle m'a dit que vous vous disputiez beaucoup toutes les deux et que tu pouvais être un peu difficile quand tu n'obtenais pas ce que tu voulais. Mon sang n'a fait qu'un tour.
Elle n'essayait pas d'être amicale. Elle me dépeignait activement comme la méchante de l'histoire, semant des graines de doute, un murmure empoisonné à la fois. Malgré l'inquiétude grandissante, j'étais profondément amoureuse. Je savais que Caleb était l'homme de ma vie. J'avais économisé discrètement une petite somme sur chaque salaire, la mettant de côté pour la bague parfaite. Je ne voulais rien de tape à accent grave-l'œil. J'ai trouvé une bague vintage magnifique et simple, un petit saphir entouré de minuscules diamants. Elle était élégante et intemporelle, à l'image de notre amour. J'avais planifié un week-end complet dans un chalet tranquille dans les montagnes, un endroit trouvé en ligne avec une cheminée et une vue sur les étoiles. J'avais caché la bague dans ma valise. J'avais répété dans ma tête les mots que je lui dirais. J'avais planifié tout notre avenir. La veille du départ prévu, alors que je faisais ma valise, Caleb est venu s'asseoir sur le bord du lit. Il est resté silencieux un long moment, me regardant simplement plier un pull. L'expression de son visage me disait que quelque chose n'allait pas du tout. « Audrey » a-t-il commencé, sa voix si basse que je pouvais à peine l'entendre. Je ne pense pas pouvoir faire ça. Mes mains se sont figées. J'ai pensé qu'il parlait du voyage. C'est le travail ? Nous pouvons y aller une autre fois. Ce n'est pas grave. Il a secoué la tête lentement. Non, pas le voyage. Il a enfin posé son regard sur moi, et ses yeux étaient vides. Nous. J'ai simplement cligné des yeux, ne comprenant pas le mot. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac, me coupant le souffle. De quoi parles-tu ? Nous étions justes. Nous venions de planifier le dîner pour la semaine prochaine. Il refusait de me regarder, le regard fixé sur un fil lâche du couvre-lit. Je suis au courant pour l'autre homme, Audrey. Ces mots n'avaient aucun sens. C'était comme s'il parlait une autre langue. Quel autre homme ? Caleb, il n'y a aucun autre homme. Il a fini par lever les yeux, et ils étaient remplis d'une douleur physique à voir. S'il te plaît, ne me mens pas, sa voix s'est brisée. Brooke m'a tout dit. Elle ne voulait pas le faire. Elle a dit qu'elle pleurait, essayant de te protéger. Mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas me regarder me faire duper ainsi. Mon sang s'est glacé. Elle m'a montré les messages, Audrey. Ceux que tu as envoyés à ton collègue pendant des mois. Ceux où tu disais que tu t'ennuyais, que tu te sentais piégé. Des messages ? Quels messages ? Montre-les-moi. J'étais paniqué, mon esprit s'emballait. C'était un cauchemar. Il a secoué la tête, une larme coulant sur sa joue. Je ne peux pas. Elle les a supprimés de son téléphone juste après me les avoir montrés. Elle a dit qu'elle ne voulait pas garder cette saleté sur son téléphone, qu'elle devait simplement me montrer la vérité. Elle a dit qu'elle t'avait surprise, que tu avais tout avoué et que tu l'avais supplié de ne rien me dire. Le monde a basculé. Le mensonge était si parfait, si complet. Elle avait créé une histoire, lui avait montré des preuves fabriquées, puis les avait effacées, de sorte que je n'avais rien pour me défendre. C'était ma parole contre celle de la sœur parfaite qui ne faisait que veiller sur lui. Je voulais hurler, le secouer, mais tout ce qui est sorti fut un murmure désespéré. Caleb, regarde-moi. C'est un mensonge. Elle ment. Je me suis tendu vers lui, mais il s'est reculé. Ce petit geste a brisé ce qui restait de mon cœur. Tu la crois, elle, plutôt que moi. Il y a eu un lourd et terrible silence. Il n'a rien eu à dire. Son silence était la réponse. Une semaine plus tard, il a déménagé pendant que j'étais au travail. Il a laissé une clé sur le comptoir vide de la cuisine. Ma mère m'a appelé ce soir-là, non pas pour me réconforter, mais pour me porter le coup de grâce. Tu t'en sortiras, ma chérie, a-t-elle dit d'une voix d'un calme effrayant. De toute façon, il n'a jamais été fait pour toi. Les 3 mois qui ont suivi furent un brouillard gris et monotone. J'allais au travail. Je rentrais. Je mangeais de la nourriture qui avait le goût de carton. Je dormais, mais ne me reposais jamais. J'étais un fantôme hantant l'appartement qui avait été notre foyer. J'ai essayé d'appeler Caleb, mais il ne décrochait jamais. Je lui ai envoyé des messages, de longues supplications décousues, qui restaient sans réponse. C'était comme s'il avait cessé d'exister. Le coup final est tombé un mardi soir. Je faisais défiler machinalement mon écran de téléphone, une habitude prise pour passer le temps vide,
quand j'ai reçu un message d'une amie d'université, tu vois ça? En pièce jointe, une capture d'écran d'une annonce de fiançailles sur Facebook. C'était Brooke et Caleb. Ils se tenaient dans un parc, entourés de feuilles d'automne dorées. Il souriait, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Elle rayonnait, la main posée de manière possessive sur sa poitrine, exhibant une bague. Ma bague. La bague vintage en saphir que j'avais choisie. Celle qui était encore cachée au fond de mon placard, attendant un avenir qui ne se réaliserait jamais. J'ai compris alors qu'elle n'avait pas seulement volé mon petit ami. Elle avait volé ma bague, ma demande en mariage, tout mon plan de vie. J'ai regardé la photo pendant un long moment. Je pensais que j'allais enfin m'effondrer, que la digue du chagrin allait céder. À la place, j'ai ri. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était un petit rire creux, fragile, qui a résonné dans mon appartement vide. C'était le rire de quelqu'un qui avait enfin touché le fond et qui réalisait qu'il n'y avait pas d'autre issue que de remonter ou de s'en aller. Cette nuit-là, j'ai fait un sac. Pas grand-chose, juste l'essentiel. J'ai parcouru l'appartement, ce musée d'une vie qui n'était plus la mienne. J'ai laissé sa tasse de café préférée sur le comptoir. J'ai laissé les photos de nous sur l'étagère. J'ai jeté un dernier coup d'œil autour de moi, puis je suis sorti et je ne me suis plus retourné. J'ai écrit un bref courriel à mon patron pour démissionner de mon poste avec effet immédiat. J'ai envoyé un chèque à mon propriétaire pour régler les 2 prochains mois de loyer afin de résilier le bain. Je suis allé à un distributeur et j'ai retiré les quelques milliers de dollars qui me restaient sur mon compte d'épargne. Je me suis rendu dans un magasin d'électronique bon marché et j'ai acheté un téléphone jetable. Puis j'ai roulé jusqu'à la limite de la ville, j'ai retiré mon smartphone de son support et je l'ai jeté dans une rivière. Je l'ai regardé couler dans l'eau trouble, emportant avec lui chaque lien avec mon ancienne vie. J'ai supprimé tous mes comptes sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai simplement disparu. Je suis monté dans ma berline d'occasion et j'ai roulé vers l'ouest. Je n'avais pas de destination. Je roulais, simplement, porté par le café et un œuf froid et dur de rage à l'estomac. Pour la première fois de ma vie, je ne vivais pas dans l'ombre de Brooke et je ne me recroquevillais pas sous la désapprobation de ma mère. C'était terrifiant, et c'était la forme de liberté la plus pure que j'ai jamais connue. Pendant 2 ans, j'ai été nomade. J'ai enchaîné les petits boulots. J'ai été barmaid à Austin, apprenant à préparer un old fashion parfait. J'ai été barista dans un café branché de Denver. J'ai même été bagagiste dans un luxueux chalet de ski du Colorado, portant les bagages de personnes plus riches que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je vivais dans des motels bon marché et des chambres louées, et j'étais profondément, douloureusement seul. Mais dans cette solitude, je me suis retrouvé lors des soirées calmes. Au lieu de faire défiler la vie des autres, j'ai commencé à construire la mienne. J'ai rempli des carnets d'idées, de plans d'affaires, de croquis, et l'un d'eux, un concept de start-up pour un logiciel d'optimisation logistique dont je rêvais à l'université, a lentement commencé à prendre forme. J'ai appris à coder en autodidacte grâce à des tutoriels en ligne, passant des heures et des heures dans les bibliothèques locales. J'épargnais de manière obsessionnelle, vivant de nouilles instantanées et de café de station-service. L'amertume, j'ai appris que lorsqu'elle est bien canalisée, est un carburant incroyable. 3 ans après, j'ai enfin connu une percée. J'ai trouvé un partenaire en ligne, un brillant programmeur californien qui partageait ma vision. Nous avons mis en commun nos maigres ressources, travaillé 18 heures par jour et lancé notre entreprise. Nous l'avons appelée Lucentech. La première année a été un combat. Nous avons failli faire faillite 2 fois, mais nous avons ensuite décroché notre premier gros client, puis un autre, et encore un autre. L'entreprise a commencé à croître, lentement au début, puis comme un feu de forêt. À l'âge de 28 ans, soit 5 ans après ma disparition, je ne me contentais pas de bien gagner ma vie. J'étais discrètement, de manière indépendante, devenu riche. J'avais une magnifique maison au bord d'un lac près de Seattle, une vie que j'avais construite de mes propres mains, brique par douloureuse brique. Et c'est alors que le passé m'a retrouvé. Cela a commencé par un courriel envoyé à une ancienne adresse universitaire que j'utilisais rarement mais que je gardais par sentimentalisme. L'objet disait « Réunion de famille. Tu nous manques, Audrey. » J'ai fixé le nom de l'expéditeur, Maman. Ma main a tremblé en l'ouvrant. Le courriel était d'une gaieté écœurante, un chef-d'œuvre de déni toxique.
Il débordait de points d'exclamation et de nouvelles bavardes sur des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Elle écrivait comme si j'étais simplement parti pour de longues vacances. Puis est venu le paragraphe qui m'a retourné l'estomac. La meilleure nouvelle, c'est que Brooke et Caleb seront là avec leur petit bout. Tu as un neveu, ma chérie. Il s'appelle Léo, et c'est vraiment la chose la plus précieuse. Ce ne serait tout simplement pas pareil sans toi pour compléter notre photo de famille. J'ai supprimé le courriel sans répondre. Mais c'était comme s'ils avaient trouvé ma piste. Quelques semaines plus tard, mon associé m'a transféré un courriel provenant d'un prétendu investisseur particulièrement insistant pour organiser une réunion directement avec moi. Quelque chose dans la formulation me semblait familier. J'ai demandé à mon équipe technique de faire quelques recherches. Ils ont retracé l'adresse courriel temporaire jusqu'à une adresse IP de la bibliothèque publique de mon ancienne ville natale. C'était Brooke qui se faisait passer pour une investisseuse afin de m'atteindre. Un désespoir pathétique. C'est alors que j'ai décidé d'appeler mon ancien colocataire d'université, Miles. Il était l'une des rares personnes avec qui j'étais resté vaguement en contact, un bon gars qui était resté dans la région. Après quelques minutes à prendre des nouvelles, j'ai demandé, question bizarre. Tu as entendu parler de ma sœur Brooke récemment? Miles a poussé un sifflement bas. Mec, par où commencer? C'est un désastre total, Audrey. Aux dernières nouvelles, elle est endettée jusqu'au cou. Elle a dilapidé de l'argent d'un héritage du côté de votre grand-mère en essayant de lancer une marque d'influenceuse mode vie qui a complètement fait un bide. Ils n'arrivent plus à payer leur prêt immobilier et un pote m'a dit que la voiture de Caleb avait été saisie le mois dernier. La rumeur la plus folle, c'est qu'il menace de demander le divorce. Il s'est arrêté, puis a livré la dernière pièce du puzzle, le plus fou. Ils se sont réinstallés chez tes parents il y a quelques mois. Évidemment. Retour direct au nid. Et ta mère, a ajouté Miles, la voix pleine de pitié, elle continue de raconter la même vieille histoire. Elle dit à tout le monde que Brooke traverse simplement une phase et que Caleb est difficile. Elle parle toujours d'elle comme d'une sainte. Rien n'avait changé. L'enfant gâté ne pouvait rien faire de mal. Et moi, j'étais toujours un fantôme, jusqu'à ce que je décide de ne plus l'être. La réunion de famille était prévue au début du printemps, dans une aire de pique-nique louée au sein d'un grand parc public. D'après la chaîne de courriel que Miles m'avait transférée, c'était un événement majeur. Le genre de fête pour laquelle ma mère vivait, une occasion d'ostentation sociale dans sa forme la plus pure. Je savais que je devais y aller. Pas pour eux. Pour moi. Les semaines qui ont précédé furent étrangement propices à la réflexion. La colère incandescente que j'avais portée pendant des années s'était refroidie en un calme constant et calculé. Il ne s'agissait plus de crier ou de pleurer. Il s'agissait de clore un chapitre. Je suis allé faire des achats. Je n'ai pas simplement acheté une robe. J'ai fait faire un tailleur sur commande. Un tailleur sombre et structuré, conçu par un créateur indépendant de Seattle. C'était le genre de vêtements qui n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. Il murmurait le pouvoir. Puis, pour la journée, j'ai loué une voiture, une élégante berline Audi noire de 200 000 $. C'était une somme indécente pour une location d'une journée, mais ce n'était pas une question d'argent. C'était une question d'affirmation. C'était une armure. J'ai réservé une suite dans un hôtel de luxe à 2 villes de ma ville natale et j'y suis allé en voiture la veille. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je me tenais simplement à la fenêtre, regardant les lumières lointaines de la ville qui m'avait rejeté, et je me sentais prête. Le matin de la réunion, je suis arrivé 10 minutes à l'avance. Le parc se remplissait déjà de parents éloignés qui riaient et d'enfants qui couraient partout. J'ai conduit l'Audi lentement devant l'entrée et l'ai garé sur une place de choix, bien en vue depuis le pavillon principal. Je suis descendu, j'ai pris le temps d'ajuster ma veste et me suis dirigé vers le rassemblement. Personne ne m'a reconnu au début. Mes cheveux étaient différents, mon style était différent, mais plus encore, ma posture était différente. Je n'étais plus la fille timide qui essayait de se fondre dans le décor. Je marchais avec assurance. Je suis passé directement devant le stand d'accueil, adressant un signe de tête poli à un cousin à l'air confus, et j'ai pris un verre de thé glacé sur la table des rafraîchissements. Puis je l'ai entendu, une inspiration collective et brusque provenant d'une table voisine, Audrey, c'était ma tante Michel, la sœur de ma mère. Mon Dieu, c'est bien toi.
Des murmures ont éclaté et se sont propagés comme un virus dans la foule. Les têtes se sont tournées. Les conversations se sont arrêtées au milieu d'une phrase. J'ai simplement souri poliment, fait un léger signe de tête et continué à marcher jusqu'à ce que je les voie. Ma mère se tenait près de la table principale, figée, une assiette en carton de salade de pommes de terre à mi-chemin de sa bouche. Et Brooke, à côté d'elle, le visage figé dans un masque d'incrédulité qui s'est rapidement transformé en autre chose. Du ressentiment. À côté d'eux, tenant la main d'un petit garçon, se tenait Caleb. Il paraissait plus vieux, plus fatigué, et il me regardait comme s'il venait de voir un fantôme. À ce moment précis, le téléphone de ma mère a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil et son visage s'est assombri. Je l'ai entendu marmonner à ma tante, c'est Brooke. Leur voiture est tombée en panne, à 2 rues d'ici. J'ai jeté un coup d'œil à l'étincelante voiture de luxe noire que j'avais garée près de la grille. Tous les regards du parc étaient désormais fixés sur moi. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas fait petite. J'ai bu une gorgée lente de montée glacée, et j'ai attendu que le spectacle commence. Quelques minutes plus tard, un monospace gris cabossé, qui semblait avoir fait la guerre, est apparu. Il a brouté avant de s'arrêter brusquement le long du trottoir, le moteur poussant un dernier soupir de ferraille. Brooke est descendue du côté conducteur, l'air agité et furieuse, claquant la porte derrière elle. Elle m'a repéré presque instantanément. L'assurance arrogante qu'elle affichait toujours avait disparu, remplacée par un regard de choc pur et absolu. L'après-midi s'est poursuivi dans une atmosphère de gêne insoutenable. Des cousins éloignés m'ont serré dans leurs bras sans conviction, le regard plein de questions qu'ils étaient trop polis pour poser. Ma mère essayait d'agir normalement, sa voix excessivement enjouée. « Audrey, ma chérie, nous sommes tellement heureuses que tu aies pu venir », a-t-elle lancé en se penchant pour m'embrasser, un geste auquel je n'ai pas répondu. Puis sont venus les discours. Ma mère s'est levée, tapotant une fourchette contre son verre de vin, un sourire forcé sur le visage. « Je veux juste vous remercier tous d'être venus », a-t-elle commencé d'un ton mielleux. Cela représente tout pour moi de voir enfin toute notre famille réunie. Elle a fait une pause pour l'effet. Et je veux particulièrement rendre hommage à mes filles. Brooke, bien sûr, qui a connu une année si difficile, mais qui continue de nous inspirer tous par sa force et sa résilience. Le mensonge était si flagrant qu'il en était presque impressionnant. Et Audrey, a-t-elle poursuivi, ses yeux se tournant vers moi, qui nous a tous surpris en venant après, eh bien, un certain temps passé loin de nous. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Elle a continué à parler de pardon et d'aller de l'avant. C'était une performance, et elle en était la vedette. Brooke a enchaîné, prononçant un court monologue répété sur l'importance des liens familiaux, jetant vers moi un regard qui se voulait conciliant mais qui débordait de malveillance. Je suis restée assise. Je n'ai pas applaudi. Et puis, alors que les applaudissements polis pour Brooke s'estompaient, quelque chose que je n'aurais jamais pu prédire s'est produit. Caleb s'est levé. Il s'est avancé vers le devant de la scène, tenant son fils Léo par la main. Son visage était pâle, mais son regard était clair. Je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit, a-t-il commencé, la voix nette et assurée, brisant le silence pesant. Mais puisque nous sommes tous honnêtes aujourd'hui. La tête de Brooke s'est tournée brusquement vers lui. Caleb, ne fais pas ça. Il a levé la main. Non, tu as eu ton tour. Le visage de ma mère semblait taillé dans la glace. J'ai gardé le silence pendant des années, a dit Caleb, sa voix s'affirmant, portée par une vérité trop longtemps enfouie. J'ai vécu avec la culpabilité et la honte de ce qui s'est passé. Mais de voir Audrey ici, je ne peux plus faire semblant. Vous avez tous cru qu'Audrey m'avait trompé, que c'était elle qui avait menti, qui nous avait abandonnés, mais rien de tout cela n'était vrai. Le parc entier est tombé dans un silence de mort. On aurait pu entendre une épingle tomber. Brooke a menti, a-t-il dit, sa voix se brisant légèrement. Il a raconté l'histoire, toute cette sordide affaire. Elle lui avait montré de faux messages, de fausses captures d'écran. Elle avait créé toute une histoire pour le convaincre qu'Audrey avait un autre homme. Elle lui avait dit qu'Audrey était trop intelligente pour lui, qu'elle finirait par le quitter pour quelqu'un qui réussirait mieux. Elle avait joué sur chacune de ses insécurités. Son regard a croisé le mien à travers la pelouse, empreint d'un regret si profond qu'il en était presque palpable. Et je l'ai cru, a-t-il dit, sa voix retombant dans un murmure. Parce que j'étais jeune et lâche.
Je l'ai laissé me manipuler parce que c'était plus facile que de faire face à mes propres peurs. Il a regardé directement Brooke, dont le visage était un masque de fureur pure. Tu n'as pas seulement menti. Tu as détruit quelque chose de magnifique. Tu as manipulé tout le monde juste pour prendre ce que ta sœur possédait. Il s'est ensuite tourné vers ma mère. Et tu l'as encouragée. Tu m'as dit que c'était pour le mieux. Tu m'as vendu un mensonge. Enfin, il m'a de nouveau regardé, la voix chargée d'émotion. Je suis tellement désolé, Audrey. Je sais qu'il est trop tard et je n'attends pas ton pardon, mais j'avais besoin que tu saches la vérité. Il est descendu et, sans un mot de plus, a pris la main de Léo et est passé directement devant Brooke et ma mère, disappearing dans la foule. Après le départ de Caleb, aucun applaudissement n'a suivi. Personne n'a bougé. Le silence était absolu, lourd du poids d'une vérité qui venait d'exploser au milieu de leur agréable réunion de famille. Brooke est resté figé, le visage tordu par un mélange de fureur et d'humiliation. Ma mère s'est affalée lourdement sur sa chaise, l'air petite et vaincue pour la première fois de sa vie. Et moi? Je me suis levé. Calmement, lentement, j'ai traversé la foule stupéfaite vers le petit haut-parleur portable et le microphone qu'ils avaient installé pour les toasts. Le micro était encore tiède de la main de Caleb quand je l'ai ramassé. Pendant un lourd moment, je n'ai rien dit. J'ai juste regardé cette mer de visages familiers. Les mêmes visages qui avaient autrefois ri des blagues de Brooke à mes dépens. Les mêmes personnes qui avaient hoché la tête quand ma mère disait que j'étais trop sensible. Les mêmes parents qui m'avaient laissé partir dans un silence absolu lorsque j'avais disparu, mais qui avaient soudainement retrouvé mon adresse courriel en apprenant que j'avais réussi. Maintenant, ils me fixaient, la bouche bée, incertain de ce qui allait suivre. Je ne leur ai offert ni colère ni excuse. J'ai simplement dit, je ne suis pas venu pour blanchir mon nom. Un léger murmure d'inconfort a parcouru les tables. Ma mère a bougé sur sa chaise. Cela supposerait, ai-je continué, ma voix ferme et claire, que ce que vous pensez a encore de l'importance pour moi. J'ai fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air, s'imprégner. J'ai balayé les tables du regard, croisant les yeux de mes tantes, de mes oncles, de mes cousins. Je voulais simplement voir, ai-je dit, la voix baissant légèrement d'un ton. Je voulais voir si quelque chose avait changé ces 5 dernières années. Mais non. Vous applaudissez toujours la voix la plus forte de la pièce. Vous défendez toujours celui qui vous met le plus à l'aise, et vous confondez toujours l'apparence et le caractère. Ma voix était posée, mais mes mains tremblaient légèrement. Non pas de colère, plus maintenant. De soulagement. Du sentiment qu'un poids énorme venait enfin d'être retiré de mes épaules. Je pensais autrefois que je n'étais tout simplement pas assez bien pour cette famille, ai-je ajouté, regardant le visage pâle de ma mère puis celui, tremblant, de ma sœur. Il s'avère que j'étais simplement trop honnête. Puis j'ai reculé. Je n'ai pas jeté le micro. Je l'ai posé délicatement sur la table et je suis parti. Je n'ai pas attendu de réaction. Je me moquais de ce qui allait suivre. J'ai traversé la foule silencieuse, la tête haute. J'ai atteint ma voiture, le symbole étincelant d'une vie dont il ne savait rien. Je suis monté, j'ai fermé la lourde portière, m'isolant du bruit, du jugement et des années de douleur. Et j'ai enfin expiré, un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis toute ma vie. Si vous m'écoutez toujours, pourriez-vous me rendre un grand service en cliquant sur le bouton j'aime et en écrivant le chiffre 1 dans les commentaires ci-dessous? Cela me permet de savoir que vous me soutenez et que vous m'accompagnez dans ce voyage. Votre soutien est un immense encouragement pour moi. Alors, s'il vous plaît, commentez avec un 1 et laissez-moi vous raconter la suite. Retrouver le calme stérile de ma suite d'hôtel ce soir-là fut surréaliste. L'adrénaline de la réunion est retombée et m'a laissé avec une étrange clarté d'esprit. Entendre Caleb dire la vérité à voix haute avait été une libération, comme l'ouverture d'une soupape de sécurité. Mais alors que je arpentais le sol de la suite, un autre sentiment a commencé à s'installer. Ce n'était pas suffisant. La trahison n'avait pas simplement été un moment de cruauté jalouse. C'était une campagne calculée, et j'avais besoin de savoir jusqu'où elle allait. Le lendemain matin, je n'ai pas repris la route. Je suis resté. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai fait une chose que je ne m'étais pas autorisé à faire depuis des années. J'ai commencé à creuser. J'ai ressorti de vieux relevés bancaires des années précédant mon départ. De vieux courriels, d'anciennes chronologies.
Les indices étaient là, visibles de tous. Mais j'étais une amatrice. J'avais besoin d'un professionnel. J'ai appelé un homme que j'avais rencontré par l'intermédiaire de l'un de mes investisseurs, un comptable spécialisé dans les investigations financières nommé Arthur. C'était un homme calme et méticuleux qui trouvait des histoires dans les chiffres. Je l'ai fait venir par avion dès le lendemain. Nous nous sommes retrouvés dans ma suite et, pendant 5 heures, je lui ai exposé toute l'histoire, étalant les documents sur la table basse. Je lui ai donné une consigne simple, trouve tout. Part du principe que rien n'est une coïncidence. Il a pris les dossiers et s'est mis au travail. Une semaine plus tard, il m'a rappelé. Sa voix était sombre. Audrey, a-t-il dit avec précaution. Tu devrais t'asseoir. C'était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. La tromperie de Brooke allait bien au-delà de faux SMS. Arthur a découvert une piste numérique qui peignait un tableau écœurant. En utilisant mes informations personnelles, mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance probablement volée chez mes parents ou de vieux dossiers fiscaux étaient conservés, elle avait demandé un petit prêt personnel en mon nom environ un mois avant la rupture. Heureusement, le prêt avait été refusé, mais la recherche de crédit avait laissé une trace sur mon historique financier pendant des années. C'était un vol d'identité, pur et simple. Il a retrouvé la transaction originale pour la bague de saphir. J'avais payé la compte, mais le paiement final et le retrait avaient été signés par Brooke. Elle avait contrefait ma signature sur le reçu final de la bijouterie, prétendant qu'elle venait la chercher pour me faire une surprise. Et la découverte la plus effrayante, quelques jours avant que Caleb ne rompe avec moi, quelqu'un avait entamé une demande en ligne pour ouvrir un compte bancaire joint à mon nom et à celui de Caleb. La demande avait échoué uniquement parce qu'elle exigeait une vérification en personne des deux parties. Elle n'essayait pas seulement de voler mon petit ami. Elle essayait de voler mon identité, mon avenir financier. Elle essayait de détourner ma vie entière. J'ai remercié Arthur, raccroché le téléphone et regardé par la fenêtre la ville en contrebas pendant un long moment. Le chagrin avait disparu, remplacé par quelque chose de froid, de dur et de limpide. J'ai appelé mon avocate, une femme vive et pragmatique nommée Sarah. Nous avions évoqué cette possibilité des mois auparavant, lorsque j'avais commencé à soupçonner que quelque chose clochait. Sarah avait qualifié ces preuves potentielles d'armes nucléaires de négociation. Sarah, ai-je dit, ma voix vide d'émotion. C'est moi. Lance la procédure. Les règles du jeu avaient changé. Il ne s'agissait plus d'un drame familial. Il s'agissait de justice. Le pouvoir n'est pas bruyant. Il est patient. Et pendant les semaines suivantes, j'ai été très patiente. Alors que mon avocate, Sarah, commençait à rédiger les premiers documents juridiques, un retour de karma pur et concentré m'est tombé directement dessus. L'une des plus petites entreprises technologiques que ma société avait discrètement acquise 6 mois auparavant recrutait un nouveau responsable de produit. C'était une filiale opérant sous son propre nom et mon implication n'était connue que de la direction générale. Un matin, ma responsable des ressources humaines m'a transmis une liste restreinte de candidats pour le dernier tour d'entretien. Il était là, le 3e nom de la liste, Brooke Bennett. J'ai fixé son nom, puis j'ai éclaté de rire. L'univers, semblait-il, avait le sens du spectacle. Son CV était une œuvre de fiction, transformant ses rôles mineurs dans ses emplois précédents en postes de direction d'envergure. Sa lettre de motivation était un chef-d'œuvre d'illusion, rempli de mots à la mode comme « synergie » et « évolutivité ». Elle postulait pour devenir cadre supérieur dans mon entreprise, dans mon empire. Je suis resté pensive un moment, un plan lent et froid commençant à se dessiner dans mon esprit. Il était temps, non pas pour un affrontement bruyant, mais pour quelque chose de bien plus chirurgical. J'ai appelé ma directrice des ressources humaines, la candidate, Brooke Bennett, ai-je dit. Je veux m'occuper personnellement de son dernier entretien. Organisez-le pour mercredi prochain. J'ai organisé l'entretien dans notre toute nouvelle succursale, un loft réaménagé en centre-ville qui servait également de laboratoire d'innovation. L'endroit était moderne, intimidant et totalement déconnecté de toute publication publique concernant l'UCentech. Aucun nom sur la porte, juste du verre dépoli et un système de sécurité discret qui enregistrerait chacun de ses mouvements. Le jour de l'entretien, je me tenais dans une petite pièce d'observation derrière un miroir sans teint. J'avais donné instruction au comité d'entretien, composé de 2 de mes meilleurs vice-présidents, de la traiter comme une candidate sérieuse. Posez-lui des questions difficiles, leur avais-je dit.
Faites-la transpirer. Mais ne révélez sous aucun prétexte qui se cache derrière tout cela. J'ai observé, en sirotant un café noir, sa façon d'entrer. Elle semblait changer. Les années de stress et d'échec avaient laissé des traces. Elle était plus mince, et de légères rides d'anxiété marquaient le contour de ses yeux. Elle portait un blazer bon marché trop grand pour ses épaules. Pourtant, l'ancienne arrogance était toujours là. Elle a parlé et parlé encore. Elle a inventé des histoires, s'est vantée de son expérience de direction de marque et s'est attribué le mérite de projets auxquels je savais pertinemment qu'elle n'avait même pas touché. Quand l'entretien s'est terminé, mes vice-présidents lui ont dit qu'ils devaient délibérer et lui ont demandé de patienter dans le hall d'accueil. Je leur ai dit de la faire patienter exactement 15 minutes, le temps pour moi de m'éclipser de la salle d'observation et de prendre place dans le bureau d'angle à l'étage, celui avec mon nom gravé discrètement sur la porte en verre, Audrey Bennett, PDG. 15 minutes plus tard, on a frappé doucement à la porte du bureau. Mon assistante a ouvert, « Madame Bennett va vous recevoir maintenant. » Brooke est entrée, un dossier en simili-cuir serré entre ses mains, un sourire nerveux et plein d'espoir sur les lèvres. Elle s'attendait probablement à rencontrer un jeune cadre de la tech en sweat à capuche. Et puis elle m'a vu, assise derrière le grand bureau minimaliste, mes mains jointes devant moi. Elle s'est figée sur place. Le dossier a glissé de ses doigts, éparpillant ses CV mensongers sur le sol en béton ciré. Elle n'a pas dit un mot, me fixant simplement, son visage se vidant de toute couleur pour devenir d'un blanc blafard et malade. J'ai laissé le silence s'installer, la laissant debout dans les ruines de ses propres mensonges. Finalement, je me suis adossé à mon fauteuil et je lui ai adressé un petit sourire lent, dénué de la moindre chaleur. « Salut, Brooke » ai-je dit. Ça fait longtemps. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée comme celle d'un poisson. Sa gorge s'est contractée lorsqu'elle a déglouti. Je ne savais pas que c'était ton entreprise. Ça l'est, ai-je répondu, ma voix douce mais tranchante comme du verre. Je ne suis pas venu pour jubiler, ai-je menti calmement. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de clore ce chapitre. Cela a semblé la sortir de sa stupeur. Un éclair de l'ancienne Brooke est réapparu. Audrey, écoute, a-t-elle bégayé en faisant un pas en avant. Je sais que les choses ont mal tourné à l'époque, mais je n'étais pas bien. J'étais jalouse. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. J'essayais juste de protéger Caleb. Je pensais que tu... Épargne-moi ça, ai-je dit, ma voix coupant court à ses excuses. Je me suis levé lentement et délibérément, et j'ai contourné le bureau pour me tenir à quelques pas d'elle. Tu ne protégeais personne. Tu as menti. Tu as contrefait des documents. Tu as commis une fraude. Tu as empoisonné ma relation. Volé ma bague, mon nom. Et puis tu as porté ma vie comme un manteau qui n'était pas à ta taille. Elle a pâli, secouant la tête. Ce n'est pas, tu sais quelle est la différence entre nous, Brooke? Je me suis approché, ma voix glissant vers un murmure. Tu as passé toute ta vie à avoir besoin d'un public, d'applaudissements. Tout ce dont j'avais besoin, c'était du temps, et c'est toi qui me l'as donné. 5 ans de silence. 5 ans pour construire quelque chose que tu ne toucheras jamais. Elle semblait vouloir s'enfuir, mais ses pieds étaient cloués au sol. Je suis retourné à mon bureau et j'ai pris un épais dossier relié en cuir. Tout y était. Une copie impeccable de la demande de prêt contrefaite. Le relevé de transaction de la bijouterie avec sa fausse signature entourée de rouge. Une chronologie imprimée de ses tentatives d'usurpation de mon identité, avec les adresses IP. Je l'ai fait glisser sur la surface polie du bureau. Il s'est arrêté juste devant elle. J'ai les originaux dans un coffre-fort, ai-je dit calmement. Et j'ai l'équipe juridique et les fonds nécessaires pour traîner cette affaire devant tous les tribunaux de l'État pendant les 10 prochaines années. Elle a fixé le dossier comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Elle a relevé la tête, une lueur d'espoir désespérée dans les yeux quand j'ai ajouté « Mais je ne vais pas le faire ». Pourquoi, a-t-elle chuchoté. Parce que, ai-je répondu en me tournant vers la baie vitrée pour contempler la ville où je m'étais reconstruite. Cela ferait de toi le centre de l'histoire à nouveau. Et franchement, Brooke, tu ne vaux même pas l'encre. Je ne me suis pas retourné vers elle. Tu peux t'en aller. Et je l'ai laissé partir. Pas de garde, pas de menace, juste le poids écrasant de son propre échec. Car la suite n'allait pas être bruyante.
Elle allait être d'un silence dévastateur. Elle est partie sans un mot de plus, refermant la lourde porte du bureau dans un léger déclic, comme si elle avait peur de réveiller une bête endormie. Elle avait bien raison d'avoir peur. La bête était bien réveillée. Le vrai spectacle a commencé le lendemain matin. À 9 heures précises, un coursier juridique a remis une lettre à la maison de mes parents, adressée à mademoiselle Brooke Bennett. Ce n'était pas encore un procès. C'était un avis officiel d'enquête de la part du cabinet de mon avocate, citant des lois d'État et fédérales précises relatives au vol d'identité, à la contrefaçon de signature et à la fraude bancaire. La formulation était d'un jargon juridique froid et professionnel. Mais le message sous-jacent était limpide, nous te voyons. Nous pouvons le prouver, et nous sommes prêts à t'enterrer. Comme je l'avais prévu, elle a paniqué et a appelé notre mère. Dès midi, mon téléphone, dont ils avaient réussi à obtenir le numéro, croulait sous les SMS et les messages vocaux. « S'il te plaît, appelle-moi. » Un message de ma maman disait, « Cela va trop loin. » Et mon préféré, « Nous sommes toujours une famille. » Je les ai tous supprimés sans les écouter. Car la phase suivante de mon plan était déjà en marche. La maison dans laquelle ils vivaient tous, celle dont ma mère était si fière, était techniquement à son nom. 2 ans auparavant, quand Miles m'avait appris que ma mère vidait ses comptes de retraite pour soutenir le train de vie défaillant de Brooke, allant même jusqu'à vendre un petit chalet au bord du lac que mon grand-père lui avait laissé dans son testament, j'étais intervenu discrètement. En toute légalité, par l'intermédiaire d'un conseiller financier tiers agissant pour le compte d'une fiducie privée. J'avais fait à ma mère une offre qu'elle ne pouvait refuser. La fiducie achèterait 50% de sa résidence principale, épongeant ses dettes et lui apportant des liquidités. Elle a signé les documents sans jamais se demander qui était l'associé silencieux derrière cette fiducie. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle me croyait encore brisé, pensant mes blessures quelque part. À présent, une seconde lettre d'un autre cabinet d'avocats, représentant ma fiducie, fut remise à ma mère. Elle l'informait qu'en raison d'une clause non respectée dans l'accord concernant l'utilisation de la propriété pour héberger une personne faisant l'objet d'une enquête criminelle, une requête était déposée pour liquider immédiatement le bien. Il leur était impossible de racheter la part de la fiducie. Je venais de leur retirer légalement le toit qu'ils avaient sur la tête. Mais ce n'était pas encore le coup de grâce. Celui-ci est venu par l'intermédiaire de Caleb. Je lui ai envoyé un message simple, « Si tu veux la garde exclusive et totale de Léo, je peux t'aider. » Il a répondu en moins d'1 heure. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille à mi-chemin entre nos villes. Il avait l'air fatigué, mais son regard n'était plus habité par cette détresse passée. « Je ne veux pas de ton argent, Audrey », fut la première chose qu'il dit. « Ce n'est pas une question d'argent », ai-je répondu en remuant mon café. « C'est pour ce petit. Il mérite une vie stable, loin de toute cette toxicité. » Je lui ai dit que je financerais l'intégralité de la bataille juridique. Je lui fournirais le meilleur avocat des affaires familiales de l'État. J'ai même proposé de créer un fonds d'études pour Léo, garantissant ainsi son avenir. Des larmes ont perlé dans les yeux de Caleb. « Pourquoi fais-tu cela ?» a-t-il demandé, la voix serrée par l'émotion. Je l'ai regardé et, pour la première fois, je n'ai ressenti ni colère ni douleur. Juste une tranquille détermination, parce que tu es le seul à avoir dit la vérité. 2 mois plus tard, l'audience pour la garde ne fut qu'une formalité. Brooke s'est présenté seul et sans préparation. Caleb, soutenu par une équipe juridique d'élite, est reparti avec la garde totale et exclusive de son fils. Brooke s'est retrouvé seul face aux conséquences de ses propres actes. Le coup final n'a pas été porté par un avocat, mais par le journal local. Ils ont publié un portrait élogieux d'une page entière sur Lucent Tech et sa mystérieuse fondatrice à succès. C'était une histoire de résilience, de dépassement des obstacles, de création d'un empire à partir de rien. Et là, dans un petit encadré sur mon parcours personnel, se trouvait un paragraphe soigneusement rédigé et approuvé par les avocats sur les raisons de mon départ de ma ville natale après une profonde trahison personnelle impliquant une fraude financière et un vol d'identité commis par un membre proche de la famille. Il y était mentionné que des poursuites judiciaires étaient envisagées. Le nom de Brooke Bennett n'apparaissait pas dans l'article, mais ce n'était pas nécessaire. Dans notre petite ville, tout le monde savait. Les répercussions furent lentes, implacables et dévastatrices. Les rares amis qui restaient à Brooke ont cessé de répondre à ses appels. Les petites entreprises qu'il embauchait autrefois pour du travail indépendant n'avaient soudainement plus aucun projet à lui confier.
Ma mère, réalisant que la maison ne pouvait plus être sauvée, fut contrainte de la vendre à la hâte. Elle est partie pour une fraction de sa valeur réelle. Elle a emménagé dans un appartement de 2 pièces exigu et déprimant à la périphérie de la ville, bien loin du quartier où elle organisait jadis des réceptions dans le jardin et se vantait de sa fille parfaite. Sa ruine sociale était totale. Miles m'a raconté qu'elle était au supermarché un jour et qu'une ancienne amie, une femme qu'elle connaissait depuis 30 ans, l'a vue, a fait faire demi-tour à son chariot et s'est empressée de changer de rayon. La honte ne l'a pas frappée d'un coup. Elle l'a rongée lentement à travers 1000 affronts silencieux. Elle a essayé de m'appeler une dernière fois. Elle a laissé un message vocal, la voix faible et brisée, « Audrey, s'il te plaît. Quoi qu'elle ait fait, nous sommes toujours une famille. » Mais elle m'avait déjà appris ce que le mot famille signifiait pour elle. Je me souvenais de chaque leçon et j'ai supprimé le message. Brooke, fidèle à elle-même, a tenté de fuir. Après avoir perdu la garde, après l'article, après la vente de la maison, elle a disparu dans une autre ville. Mais le monde numérique a la mémoire longue. Les employeurs cherchaient son nom sur Google. L'article de journal était le premier résultat. Les vérifications d'antécédents s'allumaient en rouge. Un soir, Miles m'a envoyé une capture d'écran. Brooke avait lancé une cagnotte en ligne GoFundMe. La description disait, une mère célibataire essayant de reconstruire sa vie pour son fils après des coups durs injustes. Chaque petit geste compte. La photo était un selfie lourdement retouché. Il n'y avait aucune mention de moi, de Caleb ou de la vérité. Je n'ai pas fait de don. Personne d'autre ne l'a fait. Après 3 semaines, elle avait récolté un montant total de $75. C'était l'humiliation publique ultime. Il y a quelques mois, une enveloppe blanche ordinaire est arrivée à mon bureau. Il n'y avait pas d'adresse d'expédition. À l'intérieur, pas de lettres, pas de mots, juste une feuille de papier à dessin pliée en 2. C'était un dessin au crayon de couleur. Un petit bonhomme allumette aux cheveux ébouriffés et au sourire asymétrique tenait la main d'un bonhomme plus grand en costume. C'était de la part de Léo. Je l'ai épinglé sur le tableau en liège au-dessus de mon bureau. Non pas parce que j'avais besoin de me souvenir de ce que j'étais pour eux, mais pour me rappeler ce que j'étais devenu en dépit d'eux. Je ne parle pas souvent du passé. Ni à la presse, ni à mes associés, ni même aux personnes qui travaillent à mes côtés chaque jour. Car la vengeance, aussi satisfaisante fût-elle, n'était pas mon histoire d'origine. C'était simplement une note de bas de page. La véritable histoire était celle de la reconstruction. La véritable histoire, c'était ces nuits silencieuses passées à apprendre le code, ces présentations de projets rejetés, le moment où j'ai embauché mon premier employé. La véritable histoire résidait dans le fait que j'étais parti sans rien d'autre qu'une simple valise et que j'étais revenu avec un nom qui avait du poids. Ma mère avait l'habitude de dire, « Tu regretteras d'avoir tourné le dos à ta famille. » Mais voici ce qu'elle n'a jamais compris, je n'ai pas tourné le dos à ma famille. J'ai tourné le dos à des gens qui s'autoproclamaient ma famille, mais qui ne m'avaient toujours traité que comme un marchepied, une solution de secours, une ombre. Et je ne me suis jamais retourné. Pas avant cette réunion. Pas avant de m'arrêter dans cette voiture, d'en descendre vêtu d'un tailleur qui valait plus que le dernier salaire de Brooke, et de regarder depuis le haut de la colline leur arrivée tardive. Serrés les uns contre les autres et transpirant parce que leur monospace rouillé était tombé en panne 2 rues plus loin. Ils ont avancé clopin-clopant vers le rassemblement tandis que je me tenais à l'ombre, un verre à la main, les regardant parcourir la foule des yeux, les regardant me chercher, et réalisant enfin que je n'étais plus dans leur ombre. C'était eux qui étaient dans la mienne. Merci d'avoir écouté toute mon histoire. Cela représente beaucoup d'avoir enfin pu la raconter. Si certains d'entre vous ont vécu quelque chose de similaire ou souhaitent simplement partager leurs pensées, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Cela fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul dans ce monde. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage.